Bonjour à toutes et tous. Alors, dans la pop culture écologique, place à la musique. Je me présente, je m'appelle Natacha Kranz-Gobi, je travaille chez Universal. On est partenaire de ce magnifique festival. Alors, la musique, en tout cas notamment Universal, est engagée dans cette transformation écologique. Ça passe par de la pédagogie auprès des artistes, auprès des équipes. Ça passe par aussi notre façon de repenser nos fabrications, que ce soit nos CD, nos vinyles, tout ce qu'on a fabriqué. C'est aussi être présent dans ce type d'événements, parce que c'est très important de faire de la place aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer. Et des festivals tels que celui-ci, c'est vraiment des bons moyens de parler de tout ça de manière un peu cool, quoi. Donc, je vais vous présenter quatre personnalités fantastiques de ce métier. Donc déjà, je commence par notre artiste qu'on adore, évidemment. Présente-toi en 2 secondes, si tu veux. Bon après-midi. Je m'appelle Blik Bassi, je suis un artiste pluridisciplinaire d'origine camerounaise et j'essaie aujourd'hui de m'impliquer aussi à contribuer à faire de notre espace de vie un espace super, parce que effectivement c'est un espace super que les dieux et la nature ont mis à notre disposition. Comment est-ce qu'on se rend compte de cela et comment on participe à ce que finalement nous puissions avoir une meilleure relation entre la grande famille des vivants et nous les humains qui avons foutu le bordel. Et donc je me considère comme un scienceur. Merci. Donc Séverine Morin, qui en fait auprès de la direction du CNM s'occupe de tout ce qui est écologie, transition écologique et innovation, Centre national de la musique. Virginie Dubois, qui est productrice de spectacles et qui dirige Vertigo, qui est le département live d'Universal Music. Et Arthur Le Cercle, qui est coordinateur pour Music for Planet, dont on va parler tout à l'heure, qui réunit toutes sortes de gens très différents pour avancer sur ce sujet. Alors Séverine, alors c'est une semaine un peu historique, enfin c'est une année historique pour la musique, parce que pour la première fois, c'est mondial, il y a eu 2 études qui ont été faites sur les émissions carbone et la musique. Il y a eu un dossier qui est sorti au mois de juin qui s'appelle le Spot, qui parle à horizon 2050 sur la musique live et enregistrée. Et cette semaine, il y a eu la restitution d'un dossier qui s'appelle le REC, qui est un an de travail acharné pour plutôt une feuille de route à court terme sur la musique enregistrée uniquement. Alors, Séverine, qu'est-ce que tu as envie de nous dire rapidement sur ces 400 pages d'études ? Bonjour à toutes et tous. Donc, le Centre national de la musique a pour vocation à soutenir les artistes, les producteurs, les diffuseurs de musique, à la fois live, le spectacle vivant musical et de variété, ainsi que la musique enregistrée. Et une des missions, donc, c'est d'accompagner la politique de l'État en matière de transition écologique et de développement durable. Pour ce faire, il y a un certain nombre de choses qu'on fait. On met en place des formations, on met en place des éditions dédiées, on fait des ateliers d'information, on met en place des outils et aussi des études. La première chose qu'on a voulu faire, c'est, et ça rejoint la thématique de cette table ronde, c'est de se dire, au fond, il faut se projeter loin pour toucher les imaginaires. Et c'est comme ça qu'on a décidé de mener une étude prospective qui s'appelle Scénario pour orienter les transitions, SPOT, afin de projeter la filière musicale, l'ensemble de l'écosystème musical, dans un avenir, on va dire à moyen terme, 2050, en se basant sur les scénarios à 2050 de l'ADEME. Il ne s'agissait pas de refaire tout, mais c'est de réfléchir avec des chercheurs, avec des professionnels, pour faire en sorte de se dire, voilà, quelle pourrait être la déclinaison en 4 scénarios de la musique à 2050. Pour que vous vous rendiez compte, Radio Nova nous a fait le plaisir d'en faire une capsule de 2 minutes et je trouve qu'ils en parlent très bien.
La musique aussi, et oui, va devoir faire face à la giga-crise environnementale dans laquelle on a déjà les deux pieds. Et pour imaginer, le labo du Centre national de la musique a étudié, a dessiné carrément 4 scénarios possibles à l'horizon 2050. Alors le premier, il sonne comme ça. À bicyclette. Ok, on imagine, l'État est à fond dans la politique écologique super investie et donc l'économie musicale, comme les autres, est en décroissance. Beaucoup plus de musique amateur et moins de professionnels. On a des festivals super écolos. Parfois, la billetterie, c'est du tirage au sort parce qu'on en fait moins pour moins de personnes, pour moins consommer. Devenir et rester pro, c'est donc devenu un luxe. Et le streaming est un bien public. On fait de grosses écoutes en groupe. Soit c'est ça, soit... c'est la coopération. Alors oui, il y a moins de producteurs, moins de productrices, moins de taf, mais on a beaucoup plus d'actions en local. On est très soutenu par les autorités locales, un gros soutien à l'émergence notamment. Bon, la culture pollue un peu plus que dans le premier scénario, vous allez voir, c'est graduel, mais on a quand même limité l'accès au streaming et aux instruments neufs notamment. On recycle beaucoup, on se prête les tables de mix. La SNCF fait des partenariats avec les festivals pour emmener tous les festivaliers et les festivalières. L'entraide, quoi. Ouais. Alors, il y en a 2. J'imagine qu'il y a d'autres scénarios. Il y en a 4, ouais. Okay. Le 3e, c'est celui-là. Computer Love. Alors là, les politiques culturelles ont investi un max dans les technologies vertes. Toutes les salles de concert sont au cœur de la ville, super optimisées, de la domotique partout. Les plateformes de streaming, elles ont un millier de normes environnementales qu'elles respectent. Mais alors là, on a un élitisme, mais vraiment poussé, une fracture énorme. Les riches, ils vont voir du live, ils peuvent se payer un tas de produits culturels. Et on aura une contre-culture bouillonnante, par contre, des pauvres, en fait, avec du streaming, du téléchargement illégaux, des alternatives plus sobres et low-tech, et plein de teufs sauvages. Je suis inquiet pour la dernière. J'ai raison ou pas ? Ouais, l'autre voix, c'est un peu la mort. Là, le CNM nous dit, la grosse baffe, personne n'a entendu les appels à la sobriété en 2050. Le gouvernement nous a totalement écrasés comme de vieilles crottes sèches parce que les crises sanitaires et environnementales sont devenues plus urgentes de fait que la culture. On a donc une approche beaucoup plus commerciale avec beaucoup de privé. On cherche plus la rentabilité que la créativité, l'audace et l'émerveillement du monde. C'est un peu genre la K-pop mais dans tous les styles musicaux, quoi. Ah ouais, carrément. C'est mon côté pessimiste, mais j'ai l'impression que ça va être le dernier ? Je le crains. L'idée de cette étude, c'est quand même de dessiner des futurs un peu désirables. Ouais, t'as raison. T'as vu l'heure ? Jusqu'à 9h, ce qui compte se raconte sur Nova. Alors bien sûr qu'il ne s'agit pas de choisir un des scénarios. L'objectif de se projeter comme ça, c'est de voir en fait quels sont les leviers qu'on peut activer, les leviers des politiques publiques, les leviers des collaborations professionnelles, les leviers des modifications technologiques ou concurrentielles. Et comme le disait Natacha tout à l'heure, ce qu'on a souhaité faire, c'est aussi, on va dire, cranter des choses à plus court terme, et c'est pour ça qu'on a réalisé un bilan carbone sectoriel de la musique enregistrée de production et distribution française qu'on a présenté à l'Académie du Climat ce mercredi, donc c'est tout frais, de sorte à avoir un premier bilan des émissions du secteur et de voir ensemble, établissements publics, pouvoirs publics, organisations professionnelles, d'employeurs, les artistes, tous les acteurs finalement, quels étaient les leviers qu'on pouvait activer à court terme. Donc on a mis en place une première feuille de route collectivement, et ça c'est un point hyper important, parce que c'est pas un établissement public de dire alors maintenant on va faire comme ça. Il fallait qu'on trouve des solutions ensemble. Elles sont pour l'instant pas timides, puisqu'il y a déjà plein de choses qui sont faites, mais ce qu'on sait, c'est qu'il fallait se mettre le pied à l'étrier pour pouvoir amplifier dans les années à venir les évolutions qu'on imagine. Juste un dernier point pour pas être trop longue. Sur la musique enregistrée, du fait du poids du numérique, la musique est une industrie éminemment numérique, et le numérique, c'est le secteur d'activité qui va accroître le plus fortement ses émissions au cours des prochaines années. Et ça pose des questions sur la poursuite du modèle tel qu'il existe, du modèle du streaming. Et on a estimé qu'à 2030, les émissions du secteur de la musique enregistrée risquaient de tripler si on ne faisait rien.
Il ne faut pas que ça nous inquiète, il faut que ça nous alerte et il faut que ça nous donne, je vais reprendre des termes que tu emploies, Natacha, que tu employais mercredi dernier, il faut que ça nous alerte et que ça nous donne envie et que ça nous enthousiasme pour agir. Alors c'est quand même important de donner la répartition, même si la partie producteur n'est pas si grosse. Bon, l'idée, c'est pas du tout de se désinvestir, de se déresponsabiliser, bien au contraire, parce qu'on est tous liés. Mais on sait que 4%, c'est la part à peu près producteur, 1%, c'est les bureaux, on va dire 23%, c'est les plateformes, et 75%, c'est donc les devices, tout ce qui nous permet d'écouter la musique. Évidemment, il n'est pas question qu'on fasse de la musique sans pouvoir l'écouter, donc on est quand même très concerné par toute la chaîne de production. Voilà, merci beaucoup. Virginie, donc toi tu es productrice, tu travailles avec plein d'artistes, notamment Soul King, Barbara Pravi, Jungle Lee, Ajon Crack, enfin voilà, toutes sortes d'artistes très différents. Et comment toi tu penses qu'ils ont intégré l'approche écologique ? Alors bonjour à tous. Alors pour répondre à cette question, je vais juste revenir un petit peu sur mon métier. Du coup, moi, je suis productrice de concerts. Ça veut dire que mon quotidien, c'est de travailler avec les artistes, d'organiser leurs concerts, de monter leurs tournées, de la répétition à la scénographie, à la technique, au son, mais également de monter des routings. Ça veut dire de vendre des dates dans des salles de concert en France ou à l'étranger et dans les festivals. Donc toute la logistique de tournée, aussi un pilotage, c'est des choix en fait qui sont liés à la tournée. J'en parle là parce que c'est toutes ces prises de décision qu'on fait collectivement avec les artistes, ça va être des axes de travail pour travailler justement sur nos changements d'activité. À ce titre, à mon endroit, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux axes de travail. Le premier, il est celui d'accompagner les artistes et d'aller dans leurs idées. Je développe, ça veut dire que pour moi, un artiste, c'est un transmetteur, c'est quelqu'un qui va partager des récits, raconter des histoires. Et je pense que c'est des endroits très importants pour essayer de changer, en tout cas changer le monde, mais raconter des nouvelles histoires et essayer de petit à petit de nous amener vers les changements qu'il faut qu'on fasse, quoi. Je vous donne un exemple. En ce moment, on monte une tournée avec un groupe qui s'appelle Terre Noire. Et on essaye en fait de réfléchir différemment en se disant que les tournées, c'est en fait on va partir pendant 1 an et demi, faire entre 60 et 140 dates, rester dans une ville, y jouer, dormir, partir le lendemain, faire entre 400 et 600 kilomètres, ensuite enchaîner pendant plusieurs mois. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que on peut rester plus longtemps dans les territoires pour passer plus de temps avec les gens qui viennent essayer de faire des connexions à d'autres endroits et du coup de pouvoir réfléchir à la musique et la diffuser différemment. Donc on va travailler via de l'action culturelle, évidemment sur une décroissance aussi de leur spectacle, ça veut dire moins de matériel, moins de lumière, essayer de se focaliser sur la musique sur scène. Alors ça semble tout simple comme idée, mais en fait c'est assez difficile à monter parce qu'en fait on a un système qui est organisé depuis des années et en fait changer un tout petit peu les choses, en fait ça prend du temps et et de l'énergie, donc c'est tout un processus à se mettre en place. En revanche c'est assez intéressant. Et du coup, je trouve qu'à cet endroit aussi, ça permet de faire évoluer les imaginaires. L'autre point à mon endroit, c'est évidemment de changer les usages. Comme vient de le dire l'étude du CNM, la musique live est très consommatrice de carbone, d'énergie. Et puis même au niveau on pourrait parler d'égalité des chances, de l'accès à la musique, les tickets de concert qui coûtent de plus en plus cher. Il y a tout un tas de choses qui vont dans un certain sens. Et effectivement, des changements d'usage, il y a des choses à faire. Alors ça va des petites choses, comme il y a quelques années, alors maintenant ça fait ridicule de se souvenir de ça, mais on a enlevé toutes les milliards de bouteilles d'eau qu'il y avait sur scène pour
par des gourdes. Mais alors ça a mis des années à se mettre en place. Mais maintenant, c'est bon, c'est fait. Et j'ai l'impression qu'on ne reviendra plus en arrière. La notion de comment on se nourrit sur la route. Est-ce qu'en fait, on va arrêter de vouloir avoir ces exigences d'artistes et de techniciens, mais plutôt se nourrir localement avec ce qu'il y a dans les villes et essayer de plutôt végétarien, parce qu'on sait que la viande, en fait, ça consomme énormément d'eau et du coup, il faut revoir nos manières de fonctionner. Donc, il y a ces points-là. Comment est-ce qu'on tourne ? Est-ce qu'on prend encore l'avion pour aller faire une date aux États-Unis, ou est-ce qu'une seule date ? Ou alors est-ce qu'on se dit qu'on va rester dans son pays et aller faire une tournée à l'export en attendant que le public qu'on puisse monter une tournée de plusieurs dates. Donc tout ça, c'est des axes de travail qui sont passionnants et c'est vrai qu'on a pas mal d'artistes qui sont très sensibles au sujet et qui ont envie de faire les choses différemment. Après, des fois, on est aussi rattrapé quand un artiste a du succès. Le public a très envie de le voir. Donc, en fait, comment on arrive à réguler la demande, le fait de faire moins, tout ça, c'est des questions qu'on essaye de faire évoluer. Et je pense aussi que, après je laisserai la parole à Blick qui pourra le dire mieux que moi, mais il faut qu'on soit aussi un petit peu cohérent. Je vois mes confrères de Wheel of Green, par exemple, qui montent un festival où ils travaillent énormément à ça, à faire de faire attention à leurs émissions carbone. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. Si, par exemple, un DJ qui va jouer fait un aller-retour en jet privé pour aller se produire sur le festival, ça annule tout, en fait. Enfin, il y a un truc où en fait, il faut qu'on se mette en marche collectivement pour que les imaginaires changent. Voilà. Et peut-être que je peux m'arrêter là pour commencer. Ouais, en fait, je voulais parler de Coldplay parce que eux, c'est très compliqué, les très grandes tournées internationales, mondiales. Et de les mettre à l'échelle de l'écologie, c'est très ambitieux. Et Coldplay, ils ont travaillé dessus pendant 2 ans et ils sont arrivés à faire un sol cinétique. Donc c'est une tournée 100% énergie renouvelable. Donc le sol, le fait que les gens aillent sur le sol des concerts, ça crée l'énergie nécessaire au concert. Il y a eu 0 déchet. Il y a eu 7 millions de spectateurs et donc ils ont planté un arbre par personne. Et j'espère qu'il y aura d'autres groupes comme ça, internationaux, qui seront inspirés par ça, parce qu'on a besoin aussi de figures qui prennent un peu la main là-dessus. On sait qu'effectivement, dans les festivals, ce qui est le plus énergivore, c'est le fait que les gens aillent au festival. C'est pas vraiment le festival tant que ça lui-même, même s'il y a des choses aussi à faire. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble, c'est l'écosystème, c'est la société qui doit bouger. Alors, merci. C'est un super bon exemple et c'est vrai que de Coldplay, même si en fait c'est des grandes tournées internationales, en fait ils ont le mérite de poser la question et que les gens en allant à leur concert, en fait il y a une sensibilisation qui est faite et du coup ils vont repartir avec ça chez eux et en fait c'est toujours ça de gagner. Chaka Ponk, on fait ça aussi en France, où ils sont très engagés sur ces sujets-là. Et en fait, la manière dont ils en parlent font qu'en fait, des gens qui sont pas du tout peut-être intéressés par la transition écologique, vont repartir avec des nouvelles notions et vont pouvoir faire, peut-être changer un tout petit peu leur manière de faire chez eux après. Alors, Blick, artiste avant-gardiste, auteur, compositeur, guitariste, percussionniste, réalisateur, écrivain. Tu as été souvent lauréat de très grands prix comme la SACEM. Tu as aussi été nommé co-directeur de la commission Mémoire au Cameroun en 2023. C'était une volonté d'Emmanuel Macron. Et en juin 2023, tu nous sors un album sublime sur l'eau, où tu explores l'eau à travers des fables. Toi, tu es clairement très investi. Globalement, comment tu penses que les artistes peuvent comme tous les artistes sont différents, comment est-ce qu'ils peuvent s'investir et exprimer et surtout embarquer aussi leur audience, parce qu'un artiste, ce qu'il a de génial, c'est qu'il fédère des gens et qu'il a une voix, pas forcément celle de
de professer un message écologique, mais en tout cas d'embarquer et créer un contexte ou en tout cas un prétexte pour pouvoir faire cette place et changer un peu l'état d'esprit des gens, positivement. Mais je pense que là, tout à l'heure, lorsque je vous écoutais, il y a un mot qui revenait tout le temps, c'est l'énergie. Et je trouve que à ce mot-là, on a collé un imaginaire assez lointain, c'est-à-dire on parle souvent de l'énergie nucléaire, renouvelable, etc. Et on oublie que, pourtant nous le vivons tous les jours, le fait que nos outils ne fonctionnent que parce qu'on les branche et qui ont besoin d'énergie. Et que chacun de nous ici n'est là que parce que nous avons assez d'énergie pour pouvoir être là. Et donc, ça renvoie à la question de comment est-ce qu'on entretient cette énergie qui est faite d'immatériel et d'organique. Et si on se met tout simplement à réfléchir juste à comment est-ce qu'on entretient notre énergie, qui, parce que nous sommes chacun de nous un réceptacle, est partagé ici dans cette salle, c'est peut-être invisible, mais l'énergie des uns et des autres. Parce que nous recevons et nous faisons passer également. Si nous pensons à la question du soin, comment est-ce que cette énergie-là, on en fait quelque chose qui nous permet d'avoir une vie saine? Ça nous amène tout simplement à être obligés de faire en sorte que non seulement notre relation avec la grande famille du vivant soit une relation saine, puisque chaque chose qui a une vie, que ce soit des choses ou des vivants de forme humaine ou non humaine, est porteuse d'énergie. Et cette énergie, qu'on le veuille ou non, vient se mélanger à notre énergie. Et si nous rentrons dans une réflexion où il faudrait que cette énergie soit toujours saine pour qu'elle puisse nous nourrir de manière saine, qu'on ne tombe pas malade, qu'on soit toujours en bonne santé et que, bien sûr, une énergie saine produit que du positif, ça change complètement les choses et on a moins l'impression qu'on parle de quelque chose de très lointain. En fait, on parle de nous. Et ce qui est fou avec les humains, c'est qu'on arrive à créer des matériaux à l'image du biomimétisme. Et une fois que c'est fait, en fait, on ne pense plus que ça a été créé et ça a été inspiré de tout ce qui est vivant autour de nous, que ce soit nos écrans qui sont inspirés du biomimétisme, parfois des couleurs des poissons, etc. Et donc, je pense que la communication sur ces thématiques-là, je trouve qu'on peut l'améliorer pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on leur parle des choses lointaines et qu'ils doivent payer leur loyer, ils ont des choses du quotidien qui sont essentielles, mais arriver à leur faire comprendre qu'on parle de leur vie. Et à partir du moment où on arrive à faire comprendre aux gens qu'on s'intéresse à eux, c'est déjà un geste d'amour, parce qu'on a l'impression d'être aimé. Et que l'autre qui vient de me parler, on ne parle pas d'écologie, au point où on arrivait en France à faire croire que l'écologie est un parti politique. Pourtant, nous sommes chacun de nous un élément écologique. Comment est-ce que dans le langage, on arrive à changer cela et à faire en sorte que les gens aient l'impression que tout ce dont on parle là, il s'agit de comment on vit bien ensemble. Comment est-ce qu'avec nos enfants le soir, tout est super. En fait, on ne parle que de ça. Et je pense que les artistes ont un rôle important parce qu'ils arrivent à rentrer par effraction dans les cœurs et il y a des prédispositions à la poésie. Comment on utilise cette poésie? Comment on profite de ces prédispositions à la discussion, aux échanges pour amener les gens à comprendre que malheureusement, nos sociétés n'ont pas pensé à nous éduquer dès notre bas âge à comprendre l'architecture, même d'abord de notre être. Parce que si on avait l'architecture dès le bas âge du fonctionnement de notre corps, du fonctionnement ensuite de tous les êtres qui y a autour de nous, en fait, on n'aurait pas à nous sensibiliser, puisqu'on saurait que si je fais ça, en fait, ça vient arrêter un fonctionnement et ça vient créer du dysfonctionnement qui, lui aussi, parce que ça dysfonctionne en face, ça m'empêche de vivre bien. Donc, le fait, je pense que ça pourrait être simple de réimaginer juste comment est-ce que dès le bas âge, on nous apprend à voir l'architecture globale de chaque vivant autour de nous. On comprendrait que nous sommes complètement liés et qu'autour de nous, ici, il y a des milliers de bactéries qui participent à la vie et qui sont invisibles, mais pourtant participent à ce que nous puissions respirer et que cette énergie que nous portons puisse continuer à être saine, à nous permettre de nourrir la carcasse qui porte cette énergie. Donc, je pense que nous, les artistes, c'est la raison pour laquelle j'ai créé notamment,
un collectif avec la journaliste Anne-Cécile Bras qui s'appelle Today Na Today, avec pour objectif d'essayer de sensibiliser un maximum d'artistes, de personnes influentes et de leur dire simplement, mais qu'est-ce que vous faites de votre influence? Est-ce que vous savez que le fait que vous puissiez parler à chacun de votre poste puisse toucher 200, 300 000, 10 000 personnes? Vous pouvez faire de cette influence quelque chose qui vient permettre de changer et de participer à l'émancipation de nos espaces. Et donc, on essaye de faire ça grâce à un tiers-lieu que j'ai ouvert au Cameroun qui s'appelle le cabinet de sciençage. Au Cameroun, quand quelqu'un réfléchit ou bien il cherche à trouver une solution, on dit qu'il science. Donc, le cabinet de sciençage, c'est un espace où j'invite donc des scientifiques, des détenteurs de savoir endogènes et des artistes parce qu'ils ont parfois une démarche complètement décalée et peuvent apporter d'autres perspectives, de réfléchir sur comment ensemble on repense l'habitation de nos espaces, parce que tout ce dont on parle là provient du fait que, parce que nous ne connaissons pas nos espaces, nous les habitons mal. Et à partir du moment où on va comprendre, à mieux les connaître, je pense que ça facilitera tout. C'est-à-dire on n'aura même pas besoin de sensibiliser, parce que le fait de comprendre l'architecture et la mécanique de tout être, en fait, de manière naturelle, on saurait que les arbres ne sont debout que parce qu'en dessous, les racines sont entourées de champignons et de bactéries qui nourrissent et qui font que cet arbre majestueux n'est debout que parce qu'en bas, il y a une vie magnifique. Et imaginer tout ça, je pense que déjà, juste moi, à l'imaginer, je trouve ça, il y a des couleurs, il y a une poésie, une beauté formidable. Et je pense que nous, en tant qu'artistes, on a cette responsabilité. Et moi, depuis quelques temps, d'abord parce que je pensais à ma vie, comment est-ce que je vis mieux. Tout à l'heure, tu parlais des tournées. Effectivement, je reviens d'une tournée en mai dernier, avril-mai, aux États-Unis, où pendant 2 mois, il y avait des soirs où je me demandais qu'est-ce que je fous là, tellement je suis fatigué, je sens que mon énergie est complètement spoliée, parce que je prends un vol tous les jours, je dors 4 heures et je chante devant les gens et je rentre à l'hôtel et finalement, je dis... Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que j'en vis? Comment je contribue à l'amélioration de la vie sur cette pierre que nous appelons Terre? Et donc, tous ces questionnements-là sont partis du fait que je voulais bien vivre moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé petit à petit à essayer de comprendre comment faire en sorte de bien vivre et de pouvoir participer aussi avec les autres à la réflexion de comment on fait ensemble pour que finalement, nous puissions... reconnecter et avoir une relation saine avec la grande famille du vivant, quoi. Merci. Tu parles vraiment de ce collectif dont on a tellement besoin, qu'il faut revaloriser. Il y a un philosophe magnifique qui s'appelle Claire Michalon, qui a écrit un livre qui s'appelle Le compteur et le comptable. Et donc, c'est la partie compteur dont tu parles, parce qu'on ne pourra pas avancer sans cette partie-là. Et justement, il dit à quel point ce collectif est indispensable pour l'habitabilité du monde. Et d'ailleurs, je pense que les pays africains ont des rapports humains où justement le collectif est très important. Ils sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus. Les pays souvent européens et occidentaux ont complètement perdu ce lien dans l'individualité, etc. Et effectivement, cette écologie aura besoin de retrouver du collectif pour qu'on puisse faire les choses avec envie, parce que c'est quand même le souci de l'écologie, c'est qu'elle donne pas envie à grand monde. C'est pour ça qu'on a besoin des artistes qui nous font rêver et qui nous disent mais si, ça va être chouette, en tout cas ça va être bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais faisons-le avec plaisir. Et je voudrais revenir sur cette histoire parce que tu parlais effectivement, c'est vieux comme le monde, en fait on croit que l'écologie c'est là, mais non. Et du coup, on croit que c'est là, donc on croit que ça correspond à une rupture. Non, on est là depuis 3 milliards d'années. L'écologie, elle est avec nous. Nous sommes des êtres écologiques. Et il faut comprendre que la culture, comme c'est le ciment de la société, va nous aider à créer des normes. Et aujourd'hui, on est souvent un peu paniqué parce qu'on a peur. On a peur ou on est dans le déni. Et justement, le fait de montrer que, non, en fait, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est l'écologie, c'est le vivant. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, faut se défendre. Donc, c'est des petites choses, mais qui quand même permettent de trouver sa place.
Et en fait, on a tous notre place. Et parfois, on a l'impression que c'est comme... Parfois, la culture, on a l'impression que la culture, c'est à côté de nous. Non, la culture, c'est nous. C'est 100% nous. Notre façon de manger, de s'habiller, de penser, de vivre. C'est ça, la culture. Pas que la musique. Merci, Blick. Donc, je voudrais parler maintenant à Arthur. Donc, Arthur, tu vas nous parler de Music for Planet, qui est vraiment un mouvement qui réunit des scientifiques, des artistes, des activistes, des mélomanes, des gens qui s'intéressent à faire bouger les lignes. Et vous travaillez vraiment sur la pédagogie globale, notamment à travers des podcasts, à travers les festivals. Donc, raconte-nous un petit peu comment vous y prenez. Ouais, moi je vais essayer de raconter aussi bien que Blick. C'est pas forcément. Qu'est-ce qu'on dit après ça? J'aurais dû m'asseoir là. Je vais peut-être être un peu moins poétique, mais ouais. Donc Music for Planet, comme tu le dis, on essaye d'être un mouvement. Enfin, on est une association d'intérêt général qui est née il y a 3 ans, et on travaille sur ces questions de bascule culturelle en faveur de la transition écologique. Notamment à travers la musique, pour la musique et par la musique. Donc en fait, on est un peu au croisement de tout ce qui a pu se dire ici, puisque en fait, on va dire l'idée de base de l'association, c'était parler d'écologie aujourd'hui, c'est compliqué. On a un espèce de plafond de verre. Donc effectivement, nous, on vient à la fois du milieu de l'environnement, de la musique, mais en tout cas, on a tous ces fortes convictions écologiques dans l'association, et on voit que tous les rapports d'experts nous ont apporté énormément de connaissances, mais ils parlent pas véritablement aux gens. Et il y a eu un espèce de switch quand même il y a quelques années. On en parlait tout à l'heure par exemple des rencontres Agir pour le vivant. Enfin, il y a vraiment la culture au sens large qui a commencé à se rapprocher de ces milieux d'experts environnementaux, de l'environnement, qui se dit en fait on a besoin de parler aux gens différemment. Et nous qui avions tous ce tropisme musical, on s'est dit mais c'est vrai que on n'entend pas la musique en fait, on n'entend pas les artistes sur ces questions-là. Et on avait cette idée un peu saugrenue de faire quelque chose comme, je sais pas, les enfoirés du climat, quoi. Enfin, prendre tout un tas d'artistes qui sont sensibles à ces questions-là, qui vont pouvoir en parler auprès de leur public, et de vraiment réfléchir à comment est-ce que les artistes, en fait, vont pouvoir prendre ce rôle d'influenceur, se faire le relais d'initiative, je sais pas, de donner de l'argent à des associations, de terrain, d'utiliser un peu tous les leviers émotionnels et cognitifs que la musique crée chez nous quand on en écoute, quand on assiste à un concert, pour pouvoir parler de ces choses-là. Et de fait, on est arrivé avec cette idée, on s'est rendu compte que si les artistes s'exprimaient pas énormément sur ce sujet, c'est qu'il y avait quand même pas mal de raisons derrière, et sur lesquelles on travaille avec en fait l'ensemble de la filière. On a identifié quand même qu'il y avait pas mal de blocages en termes de légitimité des artistes qui se sentent pas forcément. Enfin, il y a plein d'artistes qui ont cette sensibilité, qui sont engagés, ou qui ont envie de s'engager, et qui en fait se disent mais je fais un peu partie du truc quand même. Moi, je prends l'avion machin pour faire mes tournées, je trimballe tout un tas de matériel dans des semi-remorques. Donc compliqué pour les artistes qui sont déjà existants en fait de se positionner sur ces sujets-là, de prendre la parole. Compliqué pour les jeunes générations d'artistes aussi. De se dire en fait c'est quoi les vrais tenants et aboutissants, comment est-ce que je peux faire les choses différemment par rapport à un système qui est déjà pas hyper évident dans lequel s'intégrer, et dont on peut faire évoluer les lignes, quoi. Et donc nous on essaye de mettre à disposition de toute la filière musicale des outils de sensibilisation, d'avoir un peu une bibliothèque d'initiatives qui existe à travers des podcasts, à travers des articles, des newsletters. On est aussi en train de travailler sur un outil qui, on l'espère, qui est inspiré des fresques du climat. Enfin, on fait une fresque de la musique qui est adaptée vraiment aux particularités des métiers de la musique, avec l'objectif de
à la fois pouvoir apporter la formation initiale aux personnes qui vont rentrer dans le milieu de la musique. Donc les artistes émergents qui se posent des questions, les techniciens en école, enfin tous les métiers de manager, de chargé de projet culturel, de pouvoir apporter un peu cette base de connaissances autour des enjeux écologiques dans le milieu, mais aussi de tous les formidables leviers que peut apporter la musique pour changer le monde. Et outre cette question de formation initiale aussi, pouvoir apporter des outils pour que, comme le disait Virginie, pour que la filière qui est aujourd'hui en place réussisse à se transformer aussi. Parce qu'effectivement, à l'aune du changement climatique, de la difficulté d'accès à certaines ressources, d'augmentation de coûts énergétiques, enfin, la filière musicale, c'est un secteur économique comme beaucoup d'autres qui va se retrouver quand même en stress avec pas mal de choses, et il faut pouvoir transformer ces métiers, s'adapter, et c'est loin d'être évident dans un système qui est quand même déjà plutôt bien rodé. Donc voilà, nous on veut pouvoir apporter un peu toutes ces connaissances, ces ouvertures de chakras aux pros et aux futurs pros, pour en fait que ça contribue aussi en fait à légitimer les artistes derrière, de se dire effectivement moi à la fois dans ce que je raconte et dans la façon dont je fais les choses, je me sens aligné. Et je me sens en mesure de pouvoir prendre la parole là-dessus et de pouvoir toucher. Parce qu'on est tous incohérents. Pourquoi eux, ils seraient parfaits? Ça n'existe pas. On est tous face aux limites que le public du accepte scénario les 4, incohérences des artistes, tout en pouvant... tu vois, c'est un sujet très important, parce que c'est le point bloquant. C'est le point qui fait qu'ils n'y vont pas, alors qu'en vrai... tout le monde est incohérent, donc oui, tout le monde va prendre l'avion. Alors il y a des gens qui font les efforts. L'important, c'est chacun fait ce qu'il peut, et plus les gens feront, plus on sera nombreux, plus ce sera une norme, et plus ce sera cool, et ça va devenir has-been certaines choses. Donc travailler aussi sur la réputation, etc. Mais si on attend d'être parfait, c'est là où il faut détendre un peu tout le monde. Et le nombre est important dans cette histoire, et avoir des artistes qui sont pas activistes, mais qui sont bons pour ce message de l'écologie. Il y en a déjà. Par exemple, je prends Voracles, c'est un artiste qui joue dans le monde entier, qui prend l'avion, qui justement me dit moi je vais pas faire une table ronde sur l'écologie. En revanche, je m'associe à Hugo Clément. On monte ensemble un festival qui s'appelle Ocean Fest. Ouais. Voilà. Et donc, j'appelle les artistes. Les artistes qui viennent sont pas payés. L'argent qui est récolté va à des associations pour les océans. Donc, ma manière de contribuer, c'est de faire de la musique pour les teasers, attirer les gens. Voilà. Mais voilà. Et donc, ce qui est génial, c'est que c'est assumé. Et des exemples comme ça, il en faut de plus en plus, parce que c'est honnêtement, c'est les artistes qui vont rendre cool le fait de faire des efforts. Sinon, parce que si c'est contraignant, si c'est pénible, nous on aime la récompense, on aime être heureux, on aime être récompensé de nos efforts. Et il n'y aura pas de récompense des efforts. Donc la récompense, c'est le plaisir d'être ensemble et de le faire ensemble. Elle sera que là, la récompense. Après, il ne faut pas non plus accentuer les dissonances qui existent déjà, je raconte des choses et derrière je fais n'importe quoi. Mais par contre, c'est là où il y a quand même un besoin, parce que ça, derrière, enfin, on va dire que la prise de position ou l'engagement des artistes auprès du public, c'est pour que le public puisse y voir un miroir, une envie de changer, une envie positive de changer, en se disant tiens, c'est cool, je peux effectivement, c'est moi aussi je fais partie de la famille du vivant, moi aussi j'ai envie de manger moins de viande, de plus prendre mon vélo, de plus faire attention aux autres, mais là c'est en fait c'est à l'échelle de la filière, parce que c'est pas si les DJ ils prennent des jets pour faire de dates, c'est aussi parce que le modèle il est comme ça, mais il faut qu'on arrive à réfléchir collectivement sur comment ce qui est en train de se passer, très concrètement, et c'est génial, mais comment on prend la mesure quand même de nos impacts, et comment on arrive à mettre en place les bons leviers pour que
pour qu'on puisse arriver quand même avec une histoire qui certes est positive, mais est cohérente aussi auprès des gens. Sinon, ils vont se dire... Après, il faut que le public comprenne aussi les efforts qui sont faits. Parce que quand, par exemple, Terre Noire va faire une tournée où justement qui réfléchit en fonction le minimum de trajet, etc., et on ne change pas d'une ville à l'autre comme ça en 2 minutes, le public, à la limite, il s'en fout, il ne le sait pas. Et pourtant, c'est ça qui compte aussi. C'est ça qui compte, mais c'est aussi en fait, il faut quand même le faire, quoi. Je pense qu'il y a un moment où c'est quand on va être dans l'action qu'il va se passer des choses, quoi. Et du coup, on peut pas non plus. À leur endroit, ils n'ont pas tellement envie de communiquer là-dessus pour pas prendre la charge aussi de se dire que. Non, mais bien sûr. Et l'idée, c'est pas de communiquer, mais de comprendre que tout le monde avance et fait des efforts. Et c'est quand même complexe parce qu'il faut que ce soit compris sans que ce soit communiqué. Voilà, on va pas se vanter de ça, et en même temps, c'est des heures de travail pour vous d'avoir construit, par exemple, une tournée comme ça. Complètement. C'est vrai que c'est du temps, mais après, je pense qu'au fond, ça va permettre aussi de tester des choses pour effectivement qu'on arrive à travailler différemment, parce qu'en fait, dans le fond, c'est ça le plus dur. C'est ce qu'en fait on disait. À un moment, il va quand même falloir qu'on lâche des habitudes, il va falloir qu'on lâche des manières de faire pour pouvoir continuer à faire de la musique, faire des concerts. Sinon, en fait, c'était le scénario. On va plus rien faire, en fait, au bout d'un moment. Donc c'est vrai qu'il y a quand même la notion de devoir faire différemment quand même. Et ça coûte un peu quand même. Mais ça vaut le coup, je pense. Ah oui. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est aujourd'hui que je collabore à la Désolée. Bonjour, merci beaucoup pour tous vos partages. Moi, je voulais simplement dire en fait que effectivement, oui, ça va être en fait c'est-à-dire que quand on utilise le terme contraignant, de toute façon, ça va être contraignant parce qu'on va devoir changer en fait toutes nos habitudes. Et voilà, ça va pas forcément être la joie tout le temps, mais c'est pas grave. Enfin, c'est juste, en fait, je pense, franchir le pas qui est important et se dire que c'est pas la mort surtout au bout du compte. La mort, je crois qu'elle est ailleurs et que justement, on va peut-être essayer de l'éviter. Voilà, j'y vais un peu fort, mais je pense que parfois, il faut y aller aussi un peu fort. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est juste que c'est super important pour moi qu'il y ait de la transparence quand même, qu'on dise comment les choses soient faites, juste effectivement pour arriver à évoluer dans les pratiques de faire et tenter, essayer des choses pour changer les façons de faire. Moi, je viens de l'industrie de l'audiovisuel aussi. Il y a énormément de choses à faire. Et tant qu'on ne met pas en place, tant qu'on ne tente pas, en fait, on va pas y arriver. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Juste sur la transparence, je voulais dire qu'il y avait des choses qui étaient en cours, notamment une solution qui s'appelle Fairly et qui vise à rendre lisible pour le public, notamment sur le spectacle vivant, les choses qui sont mises en place, que ce soit sur l'alimentation, sur le nombre de dates, sur le nombre de tonnes transportées, selon quel mode. Et il y a donc des choses qui sont en train d'émerger aussi sur le partage pour rendre lisibles les choses entre on va dire un secteur culturel et économique et le public et toutes ces choses-là vont aider, je pense. Oui, c'est vrai que pour compléter ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, peut-être que c'est peut-être un peu technique, mais c'est vrai qu'il y a des outils en plus qui sont en train d'arriver, des calculateurs, le calculateur SIDS qui va permettre de travailler précisément sur notre consommation carbone. Donc les salles vont pouvoir travailler directement avec les groupes, avec les régisseurs pour pouvoir chacun faire sa part et voir en fait une tournée, par exemple, pour donner cet exemple-là, à la fin, où sont les points de dépenses énergétiques. Donc ça, après, c'est la donnée, mais la donnée, des fois, peut aussi aider. Voilà.
Une petite question, probablement pour Séverine et aussi pour Blick. J'ai entendu tout à l'heure que vous disiez qu'il y avait un projet qui irait jusqu'à 2050. C'est dans 26 ans. La question, c'est qu'est-ce qui se passe avant? Et la deuxième, c'est votre titre de votre table ronde qui est « Comment la musique peut inspirer les transitions écologiques ». Et j'ai beaucoup entendu de réponses sur comment l'industrie de la musique peut inspirer les transitions écologiques. Alors c'est plus une question pour Blick, c'est la musique en elle-même, en tant qu'artiste. Et puis il y avait quelque chose que vous aviez évoqué, ce sera mon dernier point de référence, c'était le concert de Coldplay, avec cette scène particulière que vous avez décrite, que je ne connaissais pas, je l'apprends. Et ma question est-ce que l'initiative vient du major, celui qui produit Coldplay et qui le diffuse, ou ça vient de l'artiste? Merci. Alors je commence. Sur les scénarios à 2050, c'est vraiment se projeter comme le fait, c'est vraiment ce qu'a souhaité faire l'ADEME sur l'ensemble de dont l'agence de la maîtrise de l'énergie, d'écologie et de la maîtrise de l'énergie, qui a publié ces scénarios qui sont en cours d'ajustement, qui vont certainement être modifiés au cours du temps, pour se projeter à très long terme et ensuite ce qui se passe, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les initiatives comme réduisons notre empreinte carbone sur la musique enregistrée. C'est des plans d'action sectoriels. Il y a d'autres choses qui sont en cours. Donc sur la musique enregistrée, de se doter d'une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une part. Et là, ça ne porte pas là-dessus, mais il y a aussi des initiatives en termes de sauvegarde de la biodiversité, des questions de préservation d'eau. Là-dessus, le numérique a un impact énorme. Et puis, il y en a sur le spectacle vivant. Virginie parlait d'outils, mais il y a aussi des feuilles de route en cours d'élaboration, de l'expérimentation. Par exemple, il y a le projet Déclic, qui est un projet qui est porté par le syndicat des musiques actuelles et la fédération des lieux de musique actuelle, et qui vise à voir sur les émissions. Alors on le sait, sur le spectacle vivant, c'est vraiment la mobilité des publics, la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi, il y a d'autres acteurs qui sont en cours d'expérimentation. Pardon, notamment sur les très grandes jauges qui sont vraiment un des sujets les plus forts, puisque plus la jauge est grande et plus le poids de la mobilité des publics est fort. Voilà pour la réponse. À toi, Blick. Oui, par rapport à la musique, effectivement, je pense que c'est un couloir important parce qu'il permet de, comme je disais tout à l'heure, de mettre des prédispositions. Mon avant-dernier album était intitulé 1958 et je parlais de la question coloniale, de la féroce guerre qu'il y a eu au Cameroun avec plus de 400 000 morts. Et c'est un sujet qui reste encore très compliqué ici, mais au Cameroun encore, puisque les dirigeants de mon pays aujourd'hui font partie de ceux qui, avec la France, tuaient d'autres Camerounais. Et pour aborder cette question, mon album a permis de ramener cette question vraiment sur la table, parce que non seulement au Cameroun, mais également ici, où, comme je dis, parce que les populations n'ont pas été informées sur la présence de la France réelle, on parle de l'Algérie, mais en même temps, au Cameroun, il y avait une guerre féroce. Et les gens ici ne sont pas au courant de cela. Et le fait de l'avoir abordé avec de la poésie, avec de la musique, avec du calme, ça a permis à la fin de mes concerts, mais également pendant les conférences, de pouvoir aborder ces questions sans qu'il y ait de la tension entre les uns et les autres. Et donc, effectivement, la musique permet de vraiment, parce qu'elle peut un peu rentrer par effraction dans les cœurs, dans les cerveaux, de créer des conditions de prédisposition pour pouvoir aborder les sujets même les plus compliqués. Et c'est là où je pense qu'on a vraiment un rôle, c'est-à-dire comment, à travers la poésie, on arrive à parler des choses même les plus éloignées, les plus compliquées, les plus complexes. Et je vois qu'avec mon dernier album Adiba, qui est donc entièrement consacré à l'eau, au Cameroun aujourd'hui et dans d'autres pays en Afrique, je suis invité non seulement à jouer, mais également à discuter sur ces questions du rapport au vivant, comment est-ce qu'on change nos manières de faire
Et c'est pour ça que je pense que la communication, les mots qu'on utilise, nos manières de... La codification langagière est vraiment essentielle parce que, comme je le disais, il est important de faire comprendre aux gens réellement qu'on parle d'eux. Même sur la question de l'immigration, en ce moment au Cameroun, je mène un projet qui est autour d'un carnaval de la ville de Yaoundé. Mais en fait, je veux utiliser le divertissement, le carnaval, pour arriver à démontrer aux jeunes qui sont Camerounais, qui ont envie de quitter leur pays parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien. J'ai envie de leur démontrer qu'ils vivent au paradis. Parce en faisant des gros panneaux en disant l'immigration c'est compliqué, ils s'en foutent, ils s'en vont. Mais si on arrive à leur démontrer qu'ils vivent dans un lieu magnifique, bah, ils n'auront pas envie de partir. Donc l'idée c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à trouver d'autres angles de discussion, les mots qu'on utilise, comment à l'intérieur on arrive à transformer l'existant en quelque chose de poétique pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là se rendent compte que on parle d'eux. Mais vraiment, pour moi, c'est important de se dire que les gens doivent avoir l'impression que tout ce dont on est en train de parler ici, on parle de leur quotidien, de leurs difficultés à vivre. Et c'est là où il y a une vraie réflexion à faire. Comment on arrive à le faire? Et tout à l'heure, on parlait de la question du fait de la transparence, de dire que même parfois pour aller sensibiliser, on est obligé de prendre l'avion. Ben, c'est comme un investissement. Si l'investissement permet en sorte que les résultats soient meilleurs, ben oui, cet investissement vaut le coup. Et donc, je pense que effectivement, la musique et l'art, on a une véritable responsabilité, les artistes, parce que cette perspective décalée, parfois, permet de ramener des manières de parler, des manières de faire qui permettent de passer plus facilement les messages. Et même, je pense que ce qui nous manque et sur lesquels on doit réfléchir aussi, c'est comment est-ce que les informations matérielles qui nous entourent peuvent être transformées, puisqu'on est entouré de maisons, d'immeubles, de couleurs, de structures qui participent également à une sensibilisation, quelle qu'elle soit. Lorsqu'on arrive dans une ville, à Paris, on se rend compte que Paris, ces structures matérielles donnent une identité à Paris. Comment est-ce qu'on repense les structures matérielles de nos différents espaces pour qu'elles contribuent à passer le message, puisque notre cerveau reçoit des informations quotidiennement, comment ces informations sont préparées aussi pour que, petit à petit, parce qu'on est confronté à ces informations, qu'elles participent à renforcer le message qu'on a envie de passer. Alors que le play, moi, je les connais pas. Je pense que c'est eux, comme souvent, parce que les artistes, c'est eux qui impulsent en fait leur désir et après ils s'organisent avec leurs producteurs. Et en tout cas, ils ont fait un truc génial qui fera date. Et pour rebondir sur ce que tu dis, les artistes nous amènent sur des utopies, on a besoin de rêver, on a besoin de se projeter. Et aujourd'hui, on manque d'utopie. Dans le cinéma, tous les films sont sur la dystopie. On n'arrive pas à se projeter dans un avenir heureux. Et il faut qu'on y arrive. Parce que si on n'y arrive pas, ça c'est sûr qu'on ne le connaîtra pas. Et il faut qu'on y arrive. Et donc on est dans une période un peu compliquée là, mais on va en sortir pour en tout cas sur tous les imaginaires dont Virginie, toi, tout le monde parlait. Cet imaginaire, c'est une bataille qui est aussi importante que les autres, parce qu'en fait chacun a sa place, les scientifiques, les politiques, le public, les artistes, et voilà. En tout cas, la bataille des imaginaires, c'est une bataille culturelle, et je pense pas que l'écologie puisse avancer sans cette culture écologique. Oui, je pense que c'est juste comme le disait une activiste colombienne, c'est bien de combattre la bête, mais c'est mieux de réveiller la belle, quoi. Et réveiller la belle, c'est justement aller démontrer comment ça peut être magnifique si on adopte vraiment les bonnes manières de faire. Jules Verne est allé sur la Lune avant la NASA. Oui. Bonjour, c'est moi. C'est une question-remarque. Je dessine très vite fait ma situation. Moi, je suis ingénieur, donc spécialisée dans les impacts environnementaux. Je suis encore fresqueuse, atelier d'automne, etc. Donc, la sensibilisation, c'est mon truc. En même temps, je suis musicienne, conservatoire, j'écris des chansons, voilà. Et j'ai des idées d'utopie.
je sais exactement comment j'ai envie de vivre dans les 20 prochaines années. Donc tout ça est très très clair d'un point de vue concret. Et pourtant, j'ai encore du mal à le raconter dans mes chansons. Et je pense que j'ai du mal parce que, d'une part, j'ai peur de passer pour une énorme activiste, que je suis, puisque je passe mon temps avec les soulèvements de la Terre, par exemple. Et du coup, c'est très compliqué parce que je débute mon activité musicale et j'ai peur de me prendre un énorme backlash avant d'avoir même commencé. Donc, voilà. Et par exemple, mon père me dit, c'est bien, mais si tu fais du poète-poète, les riches c'est mal et il faut être écolo, personne ne t'écoutera. Et donc, à chaque fois que j'écris une chanson, je suis bloquée par cette pensée. Et je pense que je suis pas la seule parmi les musiciens et les musiciennes qui ont un engagement fort. Moi, pour le coup, j'ai pas de problème de dissonance. Hein. J'ai pas pris l'avion depuis 5 ans. Là, je vais en Amérique du Sud en bateau à voile. Donc, voilà. Et pourtant, j'arrive pas à le raconter. Et donc, moi, j'aimerais savoir s'il existe des structures, des collectifs qui peuvent aider en fait les jeunes artistes à pas avoir peur de ça, à savoir qu'ils vont être, ils et elles vont être soutenus dans leur texte, dans leur art, et pas avoir besoin de cacher, parce que si on lit mes textes, tout est dedans, mais très, très, très enfoui. Voilà, donc je voulais savoir si vous avez des idées là-dessus. Et en effet, je trouve qu'il n'y a pas du tout assez d'utopie dans les paroles de musique. Moi, je peine à trouver des gens qui parlent de ça positivement. Alors, vas-y. Alors, je connais pas de collectif, mais je peux juste parler de moi, que en tout cas j'ai toujours beaucoup aimé les artistes qui avaient des chansons très engagées et qui disaient des choses très puissantes. Et ces dernières années, j'ai trouvé que ça manquait un peu, et je serais très heureuse qu'il y ait une nouvelle génération d'artistes qui prennent un combat un peu plus révolté. Je trouve que la révolte, c'est important aussi dans la musique. Ce n'est pas que ça. Moi, ça peut être aussi par de la poésie, par énormément de manières de le dire. Mais je trouve qu'au contraire, s'il y a bien un endroit en fait où les messages peuvent passer, c'est dans les textes. Après, ça fait toujours, peur de parler de soi et de son intérieur. Donc après, je comprends que le pas soit pas facile à passer, mais en revanche, je peux que t'encourager. Maintenant, désolée, j'ai pas de conseils d'associations ou de collectifs pour voilà. Je peux me permettre, j'ai entendu dans une conférence, il y a une structure qui s'appelle Imagine 2050 qui rassemble des professionnels de la création et des groupes déjà engagés dans une bifurcation qui est l'aspect nouveau récit justement. C'est Magali Payen qui devait être d'ailleurs sur une table ronde aussi, qui était là l'an dernier pour Anticipation Festival. Donc si tu veux, on pourra se voir là-haut, je te donnerai ses contacts. Ouais. Peut-être pour compléter, parce que je me reconnais aussi pas mal dans le profil, ton profil que tu as décrit. Moi, je suis aussi passé par une école de musique après avoir été ingénieur dans l'environnement. Enfin bref. Et je trouve que, en tout cas, ce qu'on essaye de faire avec l'asso, c'est de montrer dans les jeunes générations qu'il y a de la place aussi pour parler de ces choses-là, pour prendre ces sujets au sein de la filière. Et typiquement, avec la fresque, nous, on a grave envie d'aller dans les conservatoires, dans les écoles associatives, dans les facs de musicaux, où en fait aujourd'hui dans ces espèces dans tous ces cursus qui préparent à être artiste, musicien, technicien, il y a assez peu de place à ces sujets-là. C'est hyper on n'en parle pas en fait. On va beaucoup t'expliquer comment faire un guzo, comment trouver un tourneur, faire un bon EPK, machin. Mais on te projette pas du tout dans le fait que ces enjeux écologiques, ils existent aussi dans la filière. Il y a des artistes. Effectivement, j'ai l'impression quand même, des artistes avec qui je peux échanger que on peut vite se faire catégoriser quand même. Il y a pas les mêmes facilités à trouver un encadrement qui te fait passer au levier supérieur si tu as des prises de position qui sont un peu vénères. Mais je pense que, déjà, ouais, si on arrivait avec tous ces futurs pros et que on fasse les connexions en disant, écoutez, en fait, nous, on réfléchit aussi à ces choses-là, on va voir comment on va pouvoir avancer à l'échelle de la filière sur ces questions-là, ça pourrait aider à pas mal débloquer. Et après, je pense,
il y a une question qui est inhérente de toute façon à tout développement d'artiste. En fait, c'est comment est-ce que à travers ton art, tu vas pouvoir te créer de la visibilité, des opportunités. À un moment, on avait réfléchi à un espèce de projet qui, je sais pas, serait par exemple des bourses, qui seraient destinées à des artistes qui veulent s'engager, qui seraient parrainés par d'autres artistes. En mode tiens, je vais te filer une première partie, des choses qui permettent juste d'exister en fait artistiquement, professionnellement, et qui effectivement aujourd'hui font pas légion, quoi. Mais ça répond pas à tout, mais je sais. Moi, je voulais juste t'encourager, te dire surtout continue et dire à ton papa qu'il s'inquiète pas. Moi, en tant qu'artiste, en fait, c'est des questionnements qu'on a sur différents sujets. C'est-à-dire que ce soit sur l'engagement politique, sur des sujets, notamment lorsqu'on est africain, de décolonisation, même parfois tout simplement le fait que pourquoi tu chantes dans une langue que personne ne comprend, personne ne va t'écouter parce que on comprend pas ta langue, il faut que tu chantes en français ou en anglais. Et c'est des questions en tant qu'artiste qui se posent. Maintenant, à partir du moment où tu t'adresses à un public, c'est comment tu touches les cœurs des gens. Si ton message touche les cœurs, c'est ça qui change complètement tout, quelle que soit ta manière de faire, parce que parfois, le fait d'être radical ou d'être plus poétique, on arrive toujours quand on est sincère, puisque l'envie, c'est d'être sincère dans notre démarche. C'est pas parce qu'on a envie de toucher une catégorie de gens qu'on le fait. La sincérité fait qu'à un moment donné, ça se sent, puisque comme je dis, on est porteur d'énergie. C'est cette sincérité qui fait que moi, je chante dans ma langue maternelle, que même au Cameroun, à peu près 1 million de personnes comprennent. Je joue dans le monde entier. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a dit non, on chante en français ou en anglais et tout. Mais en fait, ce qui sort, c'est même pas le fait de comprendre ma langue, c'est quelle est la sincérité qui est portée dans le travail que j'ai et comment est-ce que j'arrive à le porter non seulement pendant sur scène, mais également à côté. Est-ce que c'est un vrai travail sincère qui petit à petit va se construire avec ta manière de dire. On a différentes manières de nous exprimer, de dire les choses, et donc c'est la sincérité, c'est ton cœur qu'il faut laisser parler. Merci à tous. Merci. Alors, comme il y a plein de gens dans la salle, j'en profite pour dire qu'il y a des super expos. Et on peut se retrouver là-haut et puis aller les voir. Et merci. Merci beaucoup, merci à tous. Le groupe des récits avec Alma, je ne sais pas où tu es. Ouais, vous pouvez sortir directement par là. Vous êtes attendu par le bas. Super. Merci beaucoup.